Moi j'ai une petite question. Parmi vous tous, qui a porté plainte et peut lever la main? Entre la police et les quartiers populaires, il n'y a pas de dialogue. Quand on est vierge, on te met la pression. C'est le cliché. Ouais. On nous infantilise beaucoup vis-à-vis du fait qu'on joue aux jeux vidéo. C'est ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui parlent sans savoir. Apparemment, on est tous sportifs en banlieue. Quand je lui ai dit j'ai été violée, il m'a dit « Oh, c'est qu'un coup de bite ». Je m'appelle Sandrine, j'ai 33 ans. J'ai été victime de viol à mes 15 ans dans un établissement scolaire lorsque j'étais en 3e. Je suis Claudine Cordani, parisienne de bientôt 55 ans. J'ai été violée à 17 ans. Moi, c'est Tom, j'ai 20 ans, je suis transgenre et autiste Asperger. J'ai vécu une agression sexuelle à l'âge de 8 ans. Je m'appelle Jules, j'ai 19 ans et j'ai été agressée sexuellement il y a un an, finalement il y a un an tout pile. Moi, c'est Lara, je suis victime d'inceste, donc j'avais 6 ans. Je m'appelle Eva, j'ai 19 ans et j'ai rencontré mon copain. Il me faisait culpabiliser de parfois ne pas avoir envie d'avoir des rapports. Donc je le faisais quand même si j'en avais pas envie. Ça a été ça pendant 1 an et demi. Je m'appelle Fadma, j'ai 18 ans, je suis lycéenne et j'ai été violée à l'âge de 5 ans. L'année d'après, j'ai subi une tentative de viol. Je m'en suis sortie. Les victimes d'agressions sexuelles ne connaissent pas leur agresseur. Moi, je me suis mise dans le faux parce que je sais que ça arrive dans des relations de couple. Ça arrive aussi au sein de gens de la même famille, par exemple. Mais je pense que ça arrive aussi bien avec des gens qu'on connaît que des inconnus. Alors, moi, je te rejoins parce que je me suis mise dans le faux étant donné que je suis victime d'inceste. Donc, c'est vrai que j'entends souvent qu'on peut plus être victime d'agression sexuelle lorsqu'on traîne dans des endroits qui font peur ou avec des personnes en qui on peut pas avoir confiance ou des choses comme ça. Et quand j'entends ça, c'est sûr que ça me... bien sûr, directement, ça me fait tilt parce que je sais aujourd'hui qu'il y a 25% des cas qui sont donc issus de la même famille pour les agresseurs et les victimes. Et voilà, du coup, pour moi, c'est absolument faux, quoi. Alors, c'est dur de dire vrai, faux, parce qu'en fait, il y a les deux. Moi, personnellement, voilà, c'est des gens que je connais pas, j'ai été enlevée dans la rue. Donc, on parle beaucoup en ce moment de pédocriminalité, d'inceste, voilà, chez des bébés, des enfants. Donc, ça se passe apparemment d'abord dans un cercle super proche, quoi. C'est un des plus gros sujets tabous qui existent dans notre société. C'est-à-dire que tout est créé pour quand la première personne qu'on pense qui va nous agresser, ça va être une personne qu'on ne connaît pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends, mais quand même, c'est trop... il faut arranger ça, ou il faut... Moi, je le vois comme mon agresseur, mais aujourd'hui, quand je dis ça, je sens que c'est politique et que c'est quelque chose... Les personnes sont mal à l'aise à partir du moment où je dis ça, mais il s'agirait d'une personne que je connaîtrais pas, et ce serait complètement accepté de dire que c'est mon agresseur, parce que oui, c'est mon agresseur. Quoique, parce que les victimes, bizarrement, c'est quand même... Ça reste, en fait, les personnes les moins acceptées dans la société. En général, le message, c'est « t'as été victime ». Ok, mais ça ne regarde pas grand monde, donc on n'est pas tant accepté que ça. On ne regarde pas de la même façon. Mais c'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas, je pense. C'est pour ça que les victimes de violences sexuelles, elles ont du mal aussi à en parler, que ce soit à leur entourage ou aux autres personnes, parce que y a tout cet imaginaire de oui, la victime de violences sexuelles, elle a voulu, c'est une personne qui a des problèmes et tout. Du coup, on ne veut pas se mettre dans cette case et du coup, on évite d'en parler. Je me suis mis dans le vrai, mais je suis assez mitigée, dans le sens où on peut connaître son agresseur, enfant, mais pas forcément se souvenir de qui il est, puisqu'on peut connaître l'agresseur inconsciemment, mais avoir une amnésie traumatique par rapport à ça, pour que le cerveau se bloque, pour éviter la souffrance, même si le traumatisme, il reste, et qu'au fond, on peut connaître l'agresseur, mais... C'est pour ça que je me suis mis également dans le vrai. Moi, c'était un élève de mon établissement scolaire, donc au collège. Et du coup, je pense qu'il y a un gros tabou sur ça parce que ça gêne vraiment de se dire que c'est des gens de notre entourage proche qui nous font du mal. Et voilà, mais non, moi, c'était quelqu'un de proche, du coup, que je voyais tous les jours également. Donc voilà.
Là, je vais te rejoindre. Parce que c'est moi aussi également, c'était quelqu'un de proche, une amie qui avait 15 ans et qui enfin, c'était le courant du Nord, entre guillemets. Et c'était quelqu'un que je voyais pratiquement tout le temps, quoi. Quand j'allais les jouer et tout ça. Oui, c'est ça. Et puis le viol aussi, je pense, c'est pas dans un parking seul, c'est souvent dans des lieux où on est censé se sentir le plus en sécurité. Voilà. Alors dire c'est souvent, je sais pas si on peut dire c'est souvent, mais c'est aussi dans ces lieux-là. Oui. C'est partout en fait, c'est partout tout le temps. Je pense que pour les personnes qui connaissent leur agresseur, je pense qu'il y a aussi tout un mécanisme d'isolement de la victime qui fait que quand on est concerné, dans le sens où on connaît notre agresseur, voilà, on va complètement culpabiliser et passer par tous les mécanismes de dévalorisation, d'isolement et en fait de se sentir absolument seul. Et je pense que ça joue énormément sur tout ce qu'on vit jusqu'au moment d'accepter, de se dire ok, c'est pas normal ce que j'ai vécu et c'est pas, je vais pas garder ça toute ma vie comme ça et accepter de vivre avec ça sans en parler. Et puis la société ne va pas continuer à nous le faire payer aussi cher que ça, parce qu'au bout du compte, la honte c'est pas pour nous. C'est pour les violeurs. Ah, bien sûr. Donc, c'est un poids supplémentaire dont on ne veut pas, qu'on n'a pas accepté. Et les féministes sont là pour dire, nous, on refuse ce rôle que vous voulez nous faire endosser. Moi, je sais que c'était une agression particulièrement atypique, mais j'ai pris 8 ans à en parler tellement je me sentais coupable. Alors que j'aurais pu le dire quand j'avais 8 ans, quand ça s'est passé. Et pendant 8 ans, je me suis mitigé avec ça en me disant, mais je suis coupable, je suis agresseur. Alors que non, je me sens encore agresseur maintenant. Alors que je sais que je suis victime. Mais je pense que j'espère que c'est un truc qui va pas nous poursuivre toute ma vie. Mais en tout cas, le traumatisme, il sera là. Il a été fait, il sera là, malheureusement. Excuse-moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Tu disais que tu te sentais agresseur? Oui. Ça veut dire, je comprends pas trop. Tu peux nous expliquer? C'est-à-dire que dans les faits, moi, on m'a forcé à toucher un organe génital d'un enfant. C'est pas passé sur moi, c'est une ado de 15 ans qui m'a forcé. D'accord. Quand j'avais 8 ans, et je me disais, mais à 8 ans, non, on sait bien le mal, on ne peut pas. Et puis il y a des médecins, il y a plusieurs personnes qui m'ont expliqué, mais à 8 ans, tu sais pas. Mais t'étais un enfant. Oui, c'est ça. C'est pas toi le coupable. Oui. C'est la personne plus âgée que toi qui t'a utilisé. Oui. C'est pas toi le coupable. Mais malgré ça, je me sens toujours coupable, je me sens toujours agresseur. Et malheureusement, moi, quand j'en ai parlé, la pédopsychiatre de l'époque, et j'étais en famille d'accueil, l'éducatrice, ne m'ont absolument pas cru. Et la pédopsychiatre disait, si tu l'aurais fait, tu l'aurais refait également. Sauf que ça, c'est un autre cliché. Ça, c'était pas vraiment aidant à l'époque, et c'est quand j'ai rencontré des personnes bienveillantes qui m'ont cru, qui m'ont dit oui, tu as vécu de la violence sexuelle. Bien sûr. Les victimes d'agressions sexuelles cachent leur agression à leur entourage. Cachent? C'est bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Alors, en fait, j'ai envie de me mettre entre les deux. Ma première intention, ça a été de dire faux parce que moi, je l'ai dit tout de suite. Mais voilà, je suis la première mineure à avoir refusé le huis clos en France. Voilà, c'est particulier, donc j'ai fait quelque chose de particulier. J'ai réalisé ça beaucoup plus tard. J'en ai parlé, moi, à mon entourage. Donc, voilà, parce que chacun parle sur toute son histoire. Mon réflexe a été de me mettre là. Mais je peux être au milieu parce que la plupart du temps, c'est vrai. Dès l'instant où on en parle un peu, ça gêne les gens. Ils savent pas quoi nous dire, quand c'est pas une connerie. Moi, j'ai entendu de la part d'un ami. Quand je lui ai dit j'ai été violée, il m'a dit « Oh, c'est qu'un coup de bite. » Ah ouais. Et ça m'a tellement choquée, je me suis dit « C'est pas un ami. » Donc voilà, violent, je crois qu'on ne parle pas. C'est pas qu'on cache parce qu'on n'a rien pour reparler de la culpabilité. C'est pas de notre faute. On n'a rien fait de mal. Simplement, on sait qu'on va s'exposer à des réflexions de gens idiots qui veulent dire quelque chose pour dire quelque chose, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et les réflexions les plus honteuses, j'en ai entendu beaucoup de la part d'hommes, de femmes aussi, des fois. Hein. Voilà, toutes les femmes ne sont pas intelligentes. Toutes les femmes ne soutiennent pas d'autres femmes. Donc, je pense que les victimes ne cachent rien. Je pense qu'elles se protègent. Si la société était davantage prête, je pense que les personnes se sentiraient plus à l'aise pour en parler. Je suis d'accord. Elles se cachent pas, elles se protègent au vu de la négativité qui peut venir par rapport des autres. Et je te crois pas ou non, mais c'est rien. Au début, c'est pas tant que je l'ai caché, mais c'est que, étant dans le contexte d'une relation amoureuse,
J'ai mis énormément de temps en fait à mettre des mots et à accepter que oui, c'était une agression sexuelle. Parce que en fait, c'était dans le contexte relation amoureuse, donc c'était c'est normal d'avoir des rapports avec, alors que relation amoureuse ou pas relation amoureuse, le consentement il existe quand même. Exactement. Et sauf que j'ai mis presque 2 ans à mettre des mots dessus quand même. Moi, j'ai été violée à l'âge de 5 ans. Alors, j'en ai parlé le lendemain, quand ça s'est passé. Sauf qu'on m'a pas cru. Donc, j'ai compris qu'il fallait pas en parler, que c'était pas accepté, qu'il fallait se taire. Et du coup, j'ai essayé de le cacher jusqu'à l'âge de mes 13 ans, jusqu'à ce que j'en peuvent plus, en fait, jusqu'à ce que ça soit trop dur à porter. Et c'est trop compliqué, c'est trop difficile de venir d'en parler. Au début, quand on en parle, on n'est même pas sûr que c'est ce qui s'est passé. On n'est même pas sûr que est-ce que c'est vraiment un viol? Est-ce que c'est pas moi qui ai décidé? C'est pas moi qui ai fait quelque chose de travers et qui a peut-être engendré cette situation. Et du coup, on a peur. On se dit que on va peut-être pas nous croire, on va peut-être nous rejeter, et du coup, on essaye pour se protéger, pour continuer d'avancer dans notre vie, de pas en parler, jusqu'à ce que ça nous rattrape. Moi, on m'a même déjà dit, mais en fait, c'était qu'un rêve. Ouais. C'est ce qui m'a semblé absurde. On différencie les rêves de la réalité. Et des cauchemars. Ouais. Mais on veut que ça soit un cauchemar, que ce soit pas vrai, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on cache, nous, en tant que victimes, ce qu'on a vécu, ou est-ce que c'est la société qui nous empêche d'en parler? C'est la société. Moi, je pense que ça vient des deux côtés. Je pense pas que les gens sont des idiots, et je pense qu'ils ont juste besoin d'être formés. Et je pense qu'en fait, on gagnerait tous et toutes à comprendre en fait les mécanismes de ce qui se passe dans notre société et de pourquoi on en est tous et toutes là aujourd'hui et pourquoi il y a autant de personnes concernées par l'agression sexuelle. Je suis d'accord avec le fait qu'on essaie de se protéger parce qu'en fait, si personne ne le fait pour nous et si la personne qui est censée me protéger me détruit, en fait, on est bien mieux à se protéger soi-même que d'en parler. Donc moi, le fait de le cacher, je pense que ça a été ça, c'est de me dire que les personnes qui sont censées m'aider à me construire, me donner une vision de la masculinité qui est protectrice et qui va être tout le temps de bons conseils et tout ça, pour moi, ça n'existe pas. Donc j'ai préféré me protéger toute seule, le cacher et me dire que en imaginant le retour que je pouvais avoir en disant ce qui m'était arrivé, je m'imaginais en fait que ça allait être une double violence, que j'allais avoir. On allait me remettre un couteau dans le dos, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé par les personnes qui étaient pas du tout bienveillantes à mon égard quand je l'ai dit et que j'étais déjà un peu plus sûre de moi, bien qu'à l'époque je pensais vraiment que j'étais schizophrène et que je m'étais inventé vraiment toute une vie parce que j'avais 6 ans. Donc j'ai vraiment vécu 20 ans avec ce ping-pong dans ma tête qui me disait non, tu te l'as inventé, ok, c'est vrai, mais non, il y a quelque chose qui revient. Enfin, c'était tout le temps un aller-retour de je dis vrai, je dis faux. Et je pense que je me le cachais à moi-même parce que j'étais dans un déni profond. Mais je pense que la société aujourd'hui, elle est organisée pour qu'on le garde pour nous, quoi. Et c'est même pas on le cache volontairement, c'est juste que vaut mieux le garder pour soi, quoi, vraiment. Oui, je me suis mise dans le faux que pour... me concernant, parce que j'ai eu des écoutes bienveillantes rapidement, de 1 ou 2 amies. Et en fait, c'est le fait qu'elle tique un peu sur ce qui m'était arrivé. En fait, rapidement, c'était hyper curieux, j'en ai rigolé. Enfin, j'aurais ni rigolé. Je le prenais pas au sérieux et je mettais à distance, ça plus ou moins consciemment. Et du coup, le fait d'en rire, mais que ça créait un malaise dans la conversation quand même, je me disais, ok, il y a plus que ça. Et c'est progressivement le fait qu'elle mette un peu le doigt là-dessus, en tout cas qu'elle vienne m'amener à me questionner un peu sur est-ce que c'était normal, est-ce que c'était complètement ok, et ça ne l'était pas. Et du coup, le faux, il est vraiment pour moi, mais c'était... Le fait que c'est en parlant relativement rapidement que j'ai pris au sérieux le truc et que je me suis dit, s'il y a des choses à en penser, s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à parler, à extérioriser, il faut que je le fasse. Si je m'en sens capable et j'en ai la force ou pas, mieux vaut le traiter maintenant, plutôt que de dire que c'est rien, quoi. Alors, moi, je trouve que c'est vrai parce que, dans un sens, déjà, il faut le conscientiser. Moi, je sais qu'on m'a fait... ça m'est arrivé à mes 15 ans, quand j'étais en 3e.
Et en fait, cet enfant a dit à tout le monde qu'il avait couché avec moi. Donc déjà, moi, consciemment, et en plus, après, ça a suivi sur de l'harcèlement scolaire et sexuel, parce que j'avais une réputation, en fait, de salope, enfin, voilà. Et du coup, en tant qu'enfant, déjà, j'avais un peu cette étiquette qu'un viol, c'était un adulte sur un enfant. Mais je pense que c'est par rapport à ce que je voyais dans les médias, dans les films. Et du coup, je l'ai conscientisé qu'à mes 23 ans. C'est mon médecin généraliste qui m'a posé une question parce que mon corps parlait, en fait. À chaque relation sexuelle, j'avais des douleurs incroyables. Et j'avais tout le temps des infections, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et en fait, quand elle a mis des mots dessus, j'ai beaucoup été dans le déni. Et j'en ai parlé, mais je me suis prise en charge toute seule. Et en fait, je me suis dit, j'en parlerai jamais à mes parents parce que je veux les protéger de ça. Je ne sais pas comment ils pourront réagir. Et je n'ai pas envie qu'ils se sentent coupables, en fait, de rien avoir vu. Parce que moi-même, je ne le savais pas, en fait. Et ce qui est dingue, c'est que j'étais harcelée dans un établissement scolaire et que quand tu parlais de formation, on passe beaucoup de temps à l'école et que j'ai pas du tout été protégée, j'étais pas la seule fille à être insultée, touchée, etc. Devant les professeurs, les surveillants, et personne ne nous a protégés. Excuse-moi, je veux juste rebondir vite fait ce que tu as dit. J'ai remarqué maintenant que je suis comme un homme, qu'il y a beaucoup de privilèges qui sont acquis. Et j'ai remarqué que je suis plus prise en compte, j'ai plus de harcèlement sexuel dans la rue et tout ça. On t'est plus tranquille, plus privilégié. D'un côté, c'est agréable, mais je me dis, mais c'est incroyable, c'est n'importe quoi. C'est injuste, surtout c'est injuste. Alors qu'à 11 ans, avec ma sœur, on rentrait de l'école, on avait toujours et la gazelle et tout ça par la voiture. Bah voyons. Et donc je me suis dit, mais la société, il faut qu'elle change absolument. La société, c'est un peu nous, j'ai envie de dire. Hein. La société, c'est voilà, il y a le monde de vieux d'avant, et puis à ce que nous on peut faire aujourd'hui toutes et tous ensemble. Bien sûr. Les victimes d'agressions sexuelles ne portent pas plainte. Je vais venir là parce que t'es toute seule. T'as de la place. En fait, bien sûr, je suis un peu mitigée parce que pour l'instant, en tout cas, j'ai pas porté plainte. Moi, dans mon cas, j'ai la prescription qui fait que je peux aller jusqu'à mes 38 ans pour porter plainte. Donc, j'ai plus ou moins le temps, je dirais, et j'ai envie de le faire, bien sûr, à partir du moment où je serai bien reconstruite et que j'aurai la force de pouvoir attaquer cette grosse étape. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au fait de cacher, là, encore une fois, je me dis, ça peut être, encore une fois, violent. Et ça me donne pas, je ressens pas la confiance de me dire que j'ai envie de le faire là, maintenant, prochainement. Et j'attends aussi que la loi évolue. Donc ça, c'est, en tout cas, pour mon cas à moi. Ensuite, je pense que il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelles qui portent plainte. Malheureusement, elles sont classées sans suite. Et trop souvent, en fait. Et du coup, je pense que ça décourage en effet beaucoup de monde. Mais je pense pas que c'est une volonté, et par rapport au cliché de ne pas porter plainte, je pense que c'est pas la victime qui ne veut pas porter plainte, mais je pense que c'est qu'elle est découragée, quoi. Et ça, franchement, je le comprends, mais absolument. Voilà, c'est tout. Il y a plusieurs choses. Elle est découragée, ou c'est peut-être pas encore le bon moment, comme tu parlais de moment. Ouais. C'est l'occasion, tiens, de reparler de l'amnésie traumatique. Ouais. Puisqu'en fait, le cerveau nous protège, mais en fait, il nous demande pas combien de temps il va nous protéger. Donc, on peut s'en rappeler 30, 40 ans après. Pourquoi limiter? Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis contre l'impunité dans le sens où il faut lever cette prescription. Ça veut dire quoi de demander aux victimes, ok, vous avez ce délai pour parler, puis alors après, vraiment, on ne veut plus vous entendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je rebondis sur le fait que, effectivement, je comprends pas qu'il y ait une prescription, parce qu'en fait, à partir du moment où ça nous est arrivé, on l'aura jusqu'à la fin de notre vie. Évidemment. Donc en fait, pourquoi il y a 10 ans qui est légal, en fait, au-delà de 10 ans, donc à 11 ans, 11 ans après, il n'y a plus rien. Pour les mineurs, c'est porté à 30 ans. C'est-à-dire, pour les mineurs, c'est jusqu'à leurs 48 ans. C'était 20 ans, c'est passé à 30 ans. Ça reste une prescription. Ah mais bien sûr, non. Je ne suis pas en train de défendre, je remets les chiffres, sûr. Mais moi, je suis pour la levée de la prescription. Nous, on prend perpète, et eux, alors? Non, mais ça va. Nous, on prend perpète, quoi, ça, c'est clair. Hein.
en fait, c'est dur déjà d'aller au commissariat, de parler plusieurs fois de son viol, de le répéter, de le revivre. Et puis c'est une parole contre une autre. Enfin, y a pas de... C'est très difficile d'avoir des preuves. C'est-à-dire que si... on peut avoir des preuves si on va au commissariat 1 heure après son viol parce que on a des trucs ADN et tout, mais sinon c'est compliqué de prouver son viol. Donc voilà, et c'est pour ça que moi par exemple, je sais que je me vois pas porter plainte parce que c'est énormément d'énergie gaspillée et je me vois pas revivre encore plusieurs fois ce qui m'est arrivé. Quand tu parles de l'énergie, c'est vraiment ça. Enfin, pour moi, je me suis dit, est-ce que... où est-ce que j'y gagnerais le plus, finalement? Et là, aujourd'hui, l'énergie qu'on peut tous prendre à raconter ça ou à se remémorer tout ça, etc., je préférais la faire comme ça, dans cette idée de sensibilisation. Je sais pas, c'est pas parce qu'il nous est arrivé ça qu'on a un rôle d'un coup, mais en tout cas, s'il y a du plus à apporter... moi, le fait de porter plainte, finalement, ce serait resté un peu entre moi et moi-même. Déjà qu'au départ, on est un peu son seul témoin, donc il faut déjà se croire soi suffisamment. Le fait de pouvoir trouver sa légitimité et ensuite de pouvoir aider un peu à sensibiliser ou à amener à se poser des questions, plus de questions, ça permet aussi de se détacher de ce truc-là et de se relier un peu aux autres et de dire je parle pas uniquement de moi. Et ça fait du bien à moi et peut-être aux autres. Et cet effet de boule de neige plutôt que d'avoir l'impression constamment de prendre un mur quand on prend éventuellement la décision de porter plainte. Je suis 50-50, je dirais. Je dirais faux dans le sens où je pense qu'il y en a plus qui portent plainte que ce qu'on pense. Seulement, c'est classé sans suite, comme elle disait Lara tout à l'heure. Ou alors, c'est complètement tu, c'est étouffé parce que ça reste quand même très tabou. Ça reste des choses dont il ne faut pas parler parce que... oui, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Et finalement, on décrédibilise les victimes. Donc en fait, c'est drôlement étouffé, je pense. Et en même temps, c'est vrai dans le sens où, déjà, je trouve ça assez compliqué de manière générale d'en parler aux proches. Donc je trouve ça encore plus compliqué, selon moi, d'aller en parler à la police et de se dire on va porter plainte. Sachant que si on en parle... au niveau de la justice, ça va ressortir encore plus fort derrière. Et selon moi, c'est encore plus dur après derrière d'encaisser si on n'est pas préparé complètement dans l'entourage, etc., à en parler à ce niveau-là, quoi. Moi, j'ai trouvé ça plus facile d'en parler dans un commissariat. J'ai trouvé ça plus facile parce que ces personnes, moi, je les connaissais pas. Et parce que de toute façon, moi, j'étais là, elles faisaient leur travail, c'est-à-dire, on est payé pour un travail. Leur travail, c'est de prendre les plaintes. Donc, j'étais au commissariat pour qu'ils prennent ma plainte. C'est tout ce que je voulais, moi. Très, très courageux, je trouve. Alors, le courage que j'ai eu d'abord, c'est de survivre à un viol. Oui. Pour moi, le plus dur, c'est d'avoir subi ce qu'on a subi. C'est-à-dire, rien ne peut être plus dur que le viol en lui-même. Donc après, bien sûr, en parler, ça réactive des traumas, bien sûr. Mais après, il faut... je souhaite à toute victime de trouver les solutions pour arriver à s'accompagner elle-même, se reconstruire. Mais pour moi, le plus dur, ça reste le viol en lui-même. Ouais, moi, en tout cas, dans mon cas, je trouve que ce qui a été le plus dur et ce qui m'a vraiment tuée de l'intérieur, c'est le silence, plus que ce que j'ai vécu, quoi. C'est vraiment de me sentir seule, de sentir que j'étais la seule à avoir vécu ça, que je pouvais en parler à personne, sinon on allait croire que j'étais folle. Quand tu disais seule. Au sein de la société. En général, si je parlais de ce qui m'était arrivé, je sentais qu'on allait me regarder et qu'on allait me dire mais t'es folle. Enfin, que vraiment j'allais m'inventer et j'allais croire que c'était moi qui m'inventais cette histoire. En fait, t'avais peur de ça. T'avais peur qu'en le disant... Mais c'était la culture du silence et le fait de subir cette culture du silence qui fait que ce qui m'était arrivé en soi, bien sûr, ça m'a bouleversée complètement. J'avais 6 ans. Mais en soi, je pense que si j'avais pu en parler et si j'avais pu être écoutée au moment où j'en avais besoin, je pense que ça aurait changé, mais fondamentalement, toute ma vie. Donc je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est vraiment le silence, quoi. Vraiment. Moi, j'ai une petite question. Parmi vous tous, qui a porté plainte et peut lever la main? Bah, t'avais qu'à dire non. Je sais pas. Ouais. En fait, si je me trompe pas,
il me semble que lors d'un viol, une personne peut être totalement paralysée et sans rien dire. Oui. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a eu l'amalgame quand ils disaient « t'avais qu'à dire non ». C'est on vous met un couteau sous la gorge et on dit « mais t'avais qu'à dire non ». Et dans ces cas-là, non. En fait, on a un couteau sous la gorge, on veut se protéger. On se met en mode survie. Exactement. Donc, exactement. Et puis, par exemple, t'as 5 ans, 6, 7, 8 ans, et qu'un adulte te dit tu dois faire ça, tu obéis parce que c'est un adulte. Donc, cette question-là, je pense que pour moi, elle n'a pas de sens. Parce qu'on peut aussi être dans un état de sidération, c'est-à-dire que on ne peut plus bouger. Et dans notre cerveau, il y a une espèce d'électrochoc. Et il y a tellement de pression qu'on ne peut pas gérer et que le corps n'arrive pas juste à bouger. Et du coup, on se retrouve dans des situations où on ne peut pas dire non. En tout cas, moi, j'ai été violée quand j'étais très jeune. Du coup, on n'a pas forcément... On se construit avec ce viol. C'est vrai. Du coup, je pense qu'à 17 ans, on a peut-être plus une force de caractère. Ou du moins, on sait ce qui s'est passé. Et on est conscient de ça. Donc, on peut plus l'affronter que quand on est plus jeune et qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Moi, j'ai eu l'impression presque de prendre... Enfin, je l'ai remarqué après, mais de prendre moins de risques sur le moment à... laisser la chose se faire, ou en tout cas ne pas avoir suffisamment de force physique ou verbalement de verbaliser, d'oraliser ce que j'avais à dire. Et j'avais l'impression que juste fallait laisser les choses se passer et que ensuite ça allait être mon affaire plutôt que de prendre un plus gros risque avant, quoi. Ouais. Le plus important à ce moment-là, c'est de rester en vie, en fait. Oui, c'est ça. Je crois que l'enjeu, on le comprend tout de suite. C'est très clair. C'est ok, là, il se passe un truc super. Moi, je me souviens, ça s'est passé il y a maintenant 37 ans. Et je me souviens très bien avoir pensé, il se passe quelque chose de très grave, je vais peut-être y passer. J'ai eu cette conscience que j'allais peut-être mourir. Après, voilà. Je me suis retrouvée avec un flingue sur la tempe et je me suis dit, waouh, c'est chaud, quoi. Et donc, moi, j'aimerais demander à ces personnes, on peut pas demander aux personnes si ça vous est arrivé, parce que ça leur est pas arrivé. Moi, j'ai envie de dire aux personnes à qui ça n'est pas arrivé, merci de vous taire, quoi. Parce que cette question, moi je suis furax, cette question elle est super culpabilisante. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que dans tout, et les mots c'est super important, dans les formulations, on a souvent l'intention. Parce qu'au lieu de poser des questions si bêtes... En fait, encore une fois, c'est pas bête. Moi, j'ai l'impression que c'est un gros manque d'empathie et que c'est encore un mécanisme de l'inversion de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on veut projeter la culpabilité directement sur la victime. T'aurais dû faire autrement, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Moi, quand j'en ai parlé au bout de 20 ans, les seules personnes à qui j'en ai parlé au début, c'était pourquoi tu l'as pas dit avant? Donc moi, j'ai pas eu droit à pourquoi t'as pas dit non. Enfin, t'avais qu'à dire non. C'est pourquoi tu l'as pas dit avant? C'est pareil. Là. Mais en fait, c'est pas la question. C'est pas la question. Moi, à chaque fois, j'étais là. C'est pas la question. Juste, j'en parle. Soyez juste là à accueillir ce que j'ai à dire pour qu'on puisse, moi, je puisse être soutenue et qu'on puisse, ensuite en faire quelque chose, ajuster et pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Mais projeter directement en disant « t'avais qu'à dire non, t'avais qu'à le dire avant ». Toutes ces phrases qui font que, encore une fois, on projette de la culpabilité et on dit à la victime que c'est elle qui aurait dû agir autrement. Mais la victime, elle y est pour rien. Là, je pense qu'en fait, tout ce qu'on décrit, c'est pas une histoire de sexualité, c'est une histoire de domination. À ce moment-là, quand on est victime et quand on subit ça, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand la personne te dit « t'avais qu'à dire non », on n'est pas en couple. C'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de question de sexualité. Attention avec la notion de couple. Dit « je suis pas en couple ». Le viol conjugal existe, donc attention avec la notion. Oui, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Parce que du coup, j'ai un point de vue, je pense, qui est un peu différent, puisque c'était vraiment une personne de très, très grande confiance à ce moment-là. Et en fait, moi, j'ai mis énormément de temps à en parler parce que je savais que les agressions sexuelles au sein d'un couple, ça existait, mais je me disais non, c'est pas ça, c'est pas possible, c'est pas à moi. Et quand j'ai commencé à en parler, j'ai pas eu le ouais, t'avais qu'à dire non. J'ai eu, au tout début, j'en parlais pas forcément aux bonnes personnes, j'ai eu droit au oui, mais bon, vous étiez en couple, quoi, c'est normal. Et quand j'étais en couple avec la personne encore à l'époque,
lui-même, en fait, avait une espèce de manipulation sur moi, où, en fait, il me faisait culpabiliser quand je ne voulais pas. Où c'était du, ouais, bah, en fait, si tu veux pas, c'est que tu m'aimes pas, tu me désires pas. Alors qu'en fait, c'était pas ça. Enfin, je pouvais juste être stressée, être fatiguée, et puis j'ai pas envie, quoi. Voilà. Et en fait, il y avait tellement une pression sur moi que j'étais dans le... Il avait réussi à me mettre dans le crâne que on est en couple, c'est normal. Sauf que, en fait, avec le recul, je me dis, mais j'ai réalisé que à aucun moment, couple ou pas couple, le sexe est un dû. Une agression sexuelle change une vie à tout jamais. On a envie de savoir. Je ne veux pas me résumer à ça et je ne me suis jamais résumée à ça et je ne veux pas qu'on me voie que pour ça. Il n'y a pas de tout arrive pour une raison, ça n'arrive pour rien. Il n'y a pas de qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que je vous raconte. Super, il fallait que je passe par là pour pouvoir le comprendre. Non, ça me fait vraiment chier de ça. Et du coup, change une vie à tout jamais. En fait, ce que je me suis refusée, c'est que je voulais pas aller trouver des raisons ou des explications à des mal-être ou quoi que ce soit qui pouvait arriver après, de tout résumer à ça parce que je voulais pas non plus biaiser un peu mon évolution avec la sexualité, avec les autres, etc. J'ai pas eu tout de suite après peur de ressortir dans la rue, peur de tous les autres, etc. Et j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur, ok, visiblement, ça ne m'a pas mis à terre. Bon bah, on va essayer de profiter de ça pour continuer à, au départ, faire comme si de rien n'était, continuer au mieux, et ensuite voir progressivement ce que ça déclenche et ce que ça amène. Donc je suis dans le faux pour moi, et en même temps peut-être dans le vrai, mais voilà. Ouais, c'est pas toujours simple. On a envie de prendre une moi, pincette de ça, une pincette de ça. C'est au-delà de la question de ça m'a mis à terre. Je pense que c'est plutôt dans le sens de que ça nous ait mis à terre ou pas, qu'on l'ait vécu plus ou moins difficilement, plus ou moins entouré. On en ressort grandi, j'ai envie de dire, même si je trouve ça très malheureux de dire on sort grandi de ça, parce que ça ne devrait pas. Mais je pense que ça change des choses. Alors, est-ce que ça change vraiment la vie en soi? Je veux dire, on continue de se lever le matin, d'aller en cours, d'aller au travail, de manger, de voir ses gens, de voir ses proches, machin. Pas forcément. Parce qu'on peut tomber en dépression. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Il y a un moment donné où quand même, on continue de vivre. Je veux dire, on est tous là, etc. Je suis d'accord. La perception des choses, l'expérience, le mental, notre aspect psychologique, je pense que c'est quelque chose qui change quand même et qu'on garde après, qu'on fait suivre toute notre vie, à mon avis. Dès l'instant où on a vécu un traumatisme, moi je vais dire oui, ça a changé ma vie. Je ne sais pas quelle aurait été ma vie si je n'avais pas vécu ça. Mais je sais quel a été mon parcours parce que je l'ai vécu. Par contre, ça, je le sais. Oui, tout à fait. Quand tu dis que ça change, on continuait à aller en cours, on continuait à vivre notre vie, il faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont suicidées après ça, qui ne s'en sont pas relevées. Et moi, par exemple, dans mon cas, je l'ai vécu et ça a construit ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai essayé plus tard de ne pas me retrouver dans des situations où peut-être j'allais subir une agression. Et l'année d'après, on a essayé de me violer. Et du coup, j'ai compris que mon corps était un danger pour moi. Et pour survivre, il fallait que je fasse tout pour ne pas me retrouver dans des situations comme ça. Donc ça a créé ce que je suis maintenant. Et c'est pour ça aussi que je dis que ça change une vie. Parce que moi, dans mon cas, ça a créé ma personnalité et ça va influencer aussi mon futur. Et voilà. Moi, il faut savoir que, en fait, ça m'est arrivé à 15 ans et que, par exemple, j'ai été suivie par un thérapeute, à mes 26 ans. Et en fait, quand elle m'a posé la question de savoir si j'avais des souvenirs de mon enfance, en fait, c'est comme si ma vie avait commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne me souviens pas de choses qui se sont passées avant mon agression. Et j'ai beaucoup vécu à travers ça. Je me suis définie, inconsciemment, je me suis définie à travers ça. Aujourd'hui, j'essaye de me sortir de ça, mais je pense que, en fait, toute personne qui vit ça
il y a quelque chose qui se brise en fait. Et même si on se reconstruit, effectivement, je suis d'accord, on ne sait pas ce qu'aurait pu être notre vie sans ça. Et c'est ce qu'on souhaite ça à personne en fait. Et moi, je pense que oui, ça a un impact toute notre vie. Bien sûr. Après, nous, on a la force d'être là pour en parler. Voilà. Mais moi, c'est sur ça que je voulais rebondir parce que je me dis. Changer notre vie à tout jamais, il y a certaines personnes, je pense, aujourd'hui, qui pourraient même pas être là pour en parler parce que il faut pas oublier que quand on est victime d'agression sexuelle, victime d'inceste, victime de viol, dans pas mal de cas, les victimes qui arrivent pas à vaincre le silence et qui se retrouvent seules là-dedans peuvent aller jusqu'au suicide, quoi. Il faut pas oublier ça. Et je te rejoins complètement sur ce que tu dis, sur le fait que tu veux pas avoir cette étiquette de victime à vie. Et moi, aujourd'hui, je me vois plus comme une survivante que comme une victime. Mais je pense que, en effet, t'as raison. Et je pense qu'on va pas être limité à ça. Et on peut pas être représenté. En tout cas, moi, c'est pas la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est pas pour que les personnes de mon entourage soient là tout le temps à me caresser dans le sens du poil et me dire oh pauvre fille et tout. Pas du tout. Mais c'est juste que voilà, plus on va arriver à se dire que finalement tous les traumatismes qu'on a tous et toutes, même s'ils sont pas reconnus en justice, ils changent drastiquement notre vie. Ben, je pense qu'en fait, on pourra en parler plus facilement entre nous et déjà le silence sera rompu, quoi. C'est révéler un peu toute cette force qu'on a et dont on peut faire preuve et venir, pas venir cacher ça. Dire tu peux le faire en fait. Genre, et encourager les gens à sortir du silence en fait. Et pas forcément que témoigner anonymement parce qu'encore une fois, voir quelqu'un s'exprimer, c'est aussi important et de se dire peut-être que moi aussi je pourrais le faire un jour. Et effectivement, je rebondis sur le fait que d'une certaine manière, ça nous formate aussi. Parce que toi, le rapport que tu as aux hommes, moi aussi, et en fait tout le monde par rapport à ce qu'on a vécu. Et c'est plus ou moins difficile du coup de vivre avec ça. Mais de s'adapter. Mais aujourd'hui, nous, on a la force de venir et de porter cette voix. Pour moi, c'est une expérience très, très désagréable qu'on vit et que je ne sais pas comment je serais si je ne l'avais pas vécu. Je pense que je serais mieux. Mais je sais qu'au niveau sexualité, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai du dégoût très fort et tout ça. Que ça impacte beaucoup. J'ai entendu beaucoup de femmes me dire depuis mon viol, j'ai décidé que j'aurais pas d'enfant. J'en connais beaucoup. Moi-même, je ne voulais pas avoir d'enfant. Pour moi, on pouvait me parler de tout ce qu'on voulait. Les enfants, c'était juste un sujet qui m'intéressait pas. Pourquoi ? Parce que j'étais morte de trouille. J'avais super peur de me dire, si je fais un enfant, en même temps, je vais fabriquer un être qui, potentiellement, si c'est une fille surtout, mais pas que, risque ça. Je voulais absolument un garçon. Quand l'échographie a dit que j'avais une fille, j'ai pleuré pendant 2 jours quand même. Toujours, je crois que expliquer et se montrer en disant, voilà, moi j'ai vécu ça, je peux vous regarder dans les yeux parce que juste, j'ai pas honte, quoi. Et juste, j'ai envie de vous expliquer que c'est pas à nous d'avoir honte, que si on s'entraide, c'est la meilleure façon pour qu'on accompagne la société à prendre soin de nous, toutes et tous, et qu'on a cette force-là, et cette envie-là, et ce courage-là, et que ça serait vraiment dommage de s'en passer, quoi. Bien sûr.